Note pour une vie de Herman Melville par Philippe Jaworski. 1819-1830. Herman Melville naît le 1er août 1819 à New York, au numéro 6 de Pearl Street. À proximité des quais, cette artère du sud-est de Manhattan constituait alors le centre du commerce d'importation des textiles de France et d'Angleterre. Herman est le troisième des 8 enfants et le second fils de Maria Gansevoort et Alan Melville. Du côté maternel, ses aïeux sont des patriciens d'origine hollandaise, dont le plus prestigieux est le général Peter Gansevoort d'Albany, héros de la Révolution américaine. Du côté paternel, une lignée de commerçants écossais. Le père d'Alan, le major Thomas Melville de Boston, a lui aussi joué un rôle glorieux pendant la guerre d'indépendance. New York, qui compte alors 130 000 habitants, est devenu en 2 décennies le port le plus actif de la côte nord-est. Croissance prodigieusement rapide, mais anarchique. La ville a gardé un caractère semi-rural, et elle est périodiquement touchée par des épidémies de typhus et de fièvre jaune. Le père de Herman importe de France ce qu'on appelait des nouveautés. À partir de 1826, l'économie nationale entre dans une période de stagnation. Alan Melville résiste mal à la brutale concurrence britannique et ses affaires commencent à péricliter. Il doit faire des emprunts de plus en plus importants à son père ainsi qu'à son riche beau-frère, Peter Gansevoort, qui devient peu à peu le soutien financier de la famille. Celui-ci déménage 3 fois entre 1820 et 1830 pour s'installer à l'automne 1830, après la faillite d'Alan, à Albany, capitale de l'État de New York, à proximité des Gansevoort. Là, Alan travaille comme employé dans une fabrique de fourrure. Aux yeux du père, Gansevoort, de 4 ans l'aîné de Herman, fait figure de prodige scolaire. Alan écrit de Herman qu'il a la compréhension un peu lente. Partout, il semble bien réussir lui aussi. En 1828, il reçoit le titre de meilleur orateur de l'école privée de New York, où il poursuit ses études. Des études qu'on dirait aujourd'hui plus commerciales que classiques. 3 ans plus tard, au collège d'Albany, il obtiendra le premier prix de comptabilité. 1831-1832. Au cours d'un voyage à New York en décembre 1831, Alan Melville, qui tente avec difficulté de redevenir son propre patron, contracte une pneumonie. Il meurt, délirant, le 28 janvier 1832. Gansevoort et Herman quittent le collège d'Albany. Gansevoort, aidé par l'oncle Peter, ouvre un commerce de peau et fourrure qui prospérera pendant 3 ans. C'est au moment où il se lance dans les affaires que Gansevoort ajoute un « E » au nom patronymique. Le reste de la famille adoptera rapidement la nouvelle orthographe. Herman, qui a 13 ans, devient employé à la New York State Bank, dont l'oncle Peter est l'un des administrateurs. 1834-1835. Peut-être à cause d'une faiblesse des yeux, séquelle d'une scarlatine, Herman, 2 ans plus tard, quitte la banque de l'oncle Peter et va passer plusieurs mois au champ, chez l'oncle Thomas qui possède à Pittsfield, dans le Massachusetts, une ferme qu'il tente laborieusement d'exploiter. Début 1835, Herman revient à Albany et s'inscrit au lycée classique de la ville. C'est à ce moment qu'il fait ses premières lectures marquantes, Cooper, Scott, Byron, les poètes anglais du XVIIe siècle. Après les cours, il tient les comptes du commerce de son frère Gansevoort. 1837. En avril, un mouvement de panique financière accule Gansevoort à la faillite. Les Melville, qui ont perdu beaucoup d'argent en essayant de renflouer l'affaire de Gansevoort, quittent la confortable maison d'Albany et vont s'installer à Lansingbourg, petite ville située sur les bords de l'Hudson, à une 15aine de kilomètres au nord d'Albany. Gansevoort s'enfonce dans une dépression nerveuse qui durera près d'1 an.
Herman enseigne un temps comme instituteur dans une école de campagne près de Pittsfield. Puis, de retour à Lansingbourg, il suit au collège de la ville des cours d'arpentage. 1839. Herman pense pouvoir trouver un emploi de géomètre arpenteur à l'ouest, sur le canal Erie, mais le projet reste sans lendemain. Le 4 et 18 mai de cette année paraissent dans le Democratic Press and Linsonburg Advertiser 2 courts textes de fiction intitulés « Fragments from a Working Desk », qui pourraient bien être de la plume de Melville, tout comme le bref récit de Cauchemar « The Death Craft », la nef de mort, publié dans le même journal 6 mois plus tard. Il y a des voyageurs et des hommes de mer dans la famille. Le capitaine John D. Wolfe, beau-frère du père de Herman, a fait un voyage d'exploration en Sibérie resté célèbre dans les annales familiales, et 3 cousins Gansevoort sont marins. Léonard Gansevoort, par exemple, vient de rentrer d'une longue chasse à la baleine. La mer reste encore souvent le refuge des jeunes sans espoir. Herman s'engage comme mousse à bord d'un navire marchand, le St. Lawrence, en partance pour Liverpool. C'est la première croisière. New York, Liverpool, New York. 5 juin, 30 septembre 1839, qui s'inscrira dans l'œuvre 10 ans plus tard comme un roman d'apprentissage de la vie en mer et de la ville industrielle infernale sous le titre de Redbourne. À son retour, il trouve la maisonnée dans une situation financière critique. Il se remet fiévreusement en quête d'un travail. 1840. Nouveau poste de maître d'école à Greenbush, qui ne sera pas rémunéré. Puis, nouvel espoir à l'ouest. Au début de l'été 1840, Herman, accompagné d'un ami de Greenbush, Eli Fly, part rejoindre l'oncle Thomas, qui a cédé sa ferme de Pittsfield à son fils, à Galena, dans l'Illinois, où l'on a récemment découvert des gisements de plomb. Mais c'est en vain qu'il parcourra la frontière occidentale de l'État, descendant sans doute le Mississippi jusqu'à Cairo. En novembre, il est de retour à New York. Eli Fly, qui est peut-être l'un des modèles de Bartleby, trouve un emploi de copiste chez un avoué new-yorkais. Herman Melville, lui, gagne Nantucket, berceau américain de la chasse à la baleine. Le 26 décembre, il signe son inscription au rôle de l'Acushnet, 3 mâts baleiniers de 358 tonnes, flambant neufs. Il reçoit sur son salaire une avance de $84. Le 31 décembre, il s'embarque à New Bedford. Il a 21 ans. 1841-1842. L'Acushnet, commandée par le capitaine Valentin Pease, appareille à Fairhaven le dimanche 3 janvier 1841. Repère du livre de bord. Passage du Cap Horn le 15 avril. Puis ravitaillement aux Galapagos. Franchissement de l'Équateur le 24 octobre. Quand, le 23 juin 1842, l'Acushnet mouille aux îles Marquises, dans la rade de Nuku-Hiva, l'Angleterre et les États-Unis rivalisent dans tout le Pacifique Sud pour gagner la guerre des missions. Et la France est engagée dans une course effrénée aux annexions. 15 jours plus tard, Melville et son ami Richard Tobias Green, surnommé Toby, désertent. En 2 ans, 7 des 26 membres de l'équipage fuiront de la même manière les lamentables conditions de vie à bord du baleinier. Les 2 fuyards pensent pouvoir se réfugier chez les Pacifiques indigènes à part jusqu'au départ du navire. Mais Melville, pendant la fuite, se blesse à la jambe. Toby le laisse pour aller chercher du secours. Et c'est chez les cannibales Taipi que Melville passera environ 3 semaines. Un de ses cousins, Thomas W. Melville, midship sur le Vincennes, avait visité cette même vallée des Taipai 13 ans plus tôt. Il est tiré de cette situation délicate par l'équipage d'un 3-mâts baleinier de Sydney, le Lucy Anne, à bord duquel, le 9 août, Melville signe son engagement pour une campagne de pêche. Quelques semaines plus tard, il participe dans la rade de Papeete,
à une mutinerie dirigée contre le second, ce qui lui vaut un séjour de 3 semaines dans la prison anglaise de Tahiti. Après sa libération, il parcourt les îles de l'archipel en compagnie de l'excentrique médecin du navire, le docteur Longost. En novembre 1842, il est à bord du Charles and Henry de Nantucket, qu'il quitte à Honolulu 6 mois plus tard, après une chasse à la baleine dans les zones de pêche japonaises. 1843-1844. Le 17 août 1843, il s'engage comme gabier sur la frégate de guerre United States. Le lendemain, il assiste pour la première fois à la peine du fouet infligée à des marins qui s'étaient enivrés pendant leur permission à terre. La scène du châtiment corporel, qu'il dénoncera un jour si fortement dans La Vareuse Blanche, se reproduira souvent pendant les 14 mois de la traversée. Melville ignore alors qu'en novembre de l'année précédente, un autre de ses cousins, Gert Gansevoort, lieutenant à bord du brick Somers, a présidé un hâtif conseil de guerre qui, dans des conditions peu claires, a fait pendre 3 hommes soupçonnés de fomenter une mutinerie. Disculpé par une cour martiale, il fera toujours figure de victime aux yeux de toute sa famille. 40 ans plus tard, Melville utilisera certains détails de cette sinistre affaire dans Billy Budd. La frégate arrive à Boston le 3 octobre 1844. 11 jours plus tard, Melville est rendu à la vie civile. En novembre, il est de retour à Lansingburg. 1845. À peine rentré, il entreprend, hiver 1844, d'écrire le récit de ses aventures dans le Pacifique. Ce sera d'abord Taipei. Son frère, Gansevoort, nommé secrétaire de la légation américaine à Londres, en remerciement de sa participation à la campagne de soutien à James K. Polk, récemment élu président des États-Unis, quitte New York pendant l'été 1845. Il emporte dans ses bagages le manuscrit de Taipei, qu'il fait lire à l'éditeur londonien John Murray. Spécialisé dans les récits de voyage authentiques. Murray, d'abord sceptique, se laisse finalement convaincre qu'il ne s'agit pas d'une fiction et accepte de publier le livre. 1846. En février, Taipei est publié simultanément à Londres et à New York par l'éditeur Wiley & Putnam. Pour pallier l'absence de législation en matière de droit d'auteur et éviter les éditions pirates, les éditeurs de l'époque s'arrangeaient pour faire paraître les textes en même temps en Angleterre et aux États-Unis. La critique réserve au livre un accueil favorable, tout en s'interrogeant sur la véracité des faits relatés. Mais Toby, le compagnon d'aventure Tomo, réapparaît et confirme à point nommé par voie de presse de Buffalo, où il se trouve, l'authenticité du récit de Melville. Ce dernier ajoutera une suite relative aux circonstances de l'évasion de Toby dans la 2e édition du livre, et à la demande de Wiley, fera disparaître de son texte les attaques les plus virulentes contre l'activité des missionnaires à Tahiti et dans les îles Sandwich. Gansevoort, qui a tant fait à Londres pour la publication de Taipei, meurt soudain, à 30 ans, le 18 mai. Melville obtiendra du président Polk que soient assumés par le gouvernement américain les frais de rapatriement du corps de son frère jusqu'au cimetière d'Albany. 1847. Homo, qui se présente comme la suite de Taipei, est publié en avril à New York par Harper, qui sera désormais l'éditeur américain de Melville, et en mai par Murray à Londres. Au cours de la seule première année, la vente d'Homo rapportera à Melville plus de $2000. Au printemps, Melville fait à New York la connaissance d'Evert Duyckinck, présence médiatrice et initiatrice majeure dans l'histoire des lettres américaines entre 1840 et 1860. Ami d'Irving, de Cooper, de Hawthorne, éditeur de revues, fin connaisseur de la littérature européenne de son époque, critique respecté, Evert Duyckinck est aussi un conseiller littéraire influent chez Wiley & Putnam.
À ce moment, il lance avec son frère George un périodique, The Literary World, 1847-1853, qui s'imposera très vite comme la meilleure revue littéraire de l'époque. On peut encore ajouter qu'en 1855, les frères Dwight publieront une encyclopédie de la littérature américaine, premier inventaire systématique de l'état des lettres en Amérique, impressionnant par sa précision et sa perspicacité. La revue de Dwight King publiera des comptes rendus critiques de Melville, dont sa grande étude sur Hawthorne, intitulée Hawthorne et ses mousses, en août 1850, et des bonnes feuilles de ses romans. Melville ira souvent voir Dwight King chez lui, à Clinton Place, dans Manhattan, et utilisera les ressources de sa bibliothèque, l'une des plus riches de la côte est des États-Unis. Entre juillet et septembre, Melville publie dans l'hebdomadaire satirique Yankee Doodle, que dirige Cornelius Matthew, un ami d'Evert Dwight King, une série de 9 pièces humoristiques intitulées « Authentiques anecdotes du vieux Zach », où il prend pour cible le général Zachary Taylor, héros bouffon de la guerre du Mexique. Le 4 août, Melville épouse à Boston Elizabeth Shaw, fille du juge Lemuel Shaw, auquel est dédié Typee. Cet important magistrat, il préside la Cour suprême du Massachusetts, est un ami de longue date et un bienfaiteur de la famille Melville. Voyage de noces au Canada. En septembre, les jeunes mariés s'installent à New York, dans la 4e avenue, dans une maison achetée avec le frère cadet de Herman, Alan, qui vient lui aussi de prendre femme. La mère de Herman et ses 4 sœurs rejoignent les 2 couples à la fin du mois. Le premier fils de Herman et de Lizzie, Malcolm, naîtra le 16 février 1849. 1848. Commencé tout de suite après la publication d'Homo, comme une suite aux 2 premiers récits de voyage, mardi, en partie sous l'influence de lectures nombreuses, variées, intenses, Sir Thomas Browne, Rabelais, Burton, Spencer puis Shakespeare devient au fil de la composition une somme allégorique et philosophique complexe, où se font entendre, en outre, des échos de la Révolution de 1848. Mardi est publié en mars 1849 par Bentley à Londres et le mois suivant à New York par Harper. La réception critique sera cette fois très hostile. La critique de l'influent magazine anglais Blackwoods qualifie le livre de Camelot et la vente médiocre. 1849. Redburn, que Melville a dédié à son plus jeune frère, Thomas, est publié en septembre par Bentley et 2 mois plus tard par Harper. Melville entreprend aussitôt La Vareuse Blanche, White Jacket. De l'aveu de leur auteur, Redburn et La Vareuse Blanche ont été écrits pour faire bouillir la marmite. De fait, la fraîcheur narrative de Redburn et l'actualité de la dénonciation des actes de violence dans La Vareuse Blanche, le Congrès débattait alors des abus disciplinaires et des châtiments corporels dans la marine de guerre américaine, permettent à Melville de retrouver une partie de son public. Celui qui avait fait de Typee et d'Homo 2 des plus grands succès de librairie de l'époque. À l'été 1849, le Parlement britannique vote une loi qui refuse toute protection aux auteurs étrangers dont le pays d'origine n'assure pas aux auteurs britanniques une protection réciproque. À Londres, Murray et Bentley paraissent ne pas vouloir tirer profit de la situation, et l'imbroglio juridique est tel que Melville décide d'aller négocier en personne à Londres la publication de La Vareuse Blanche. Il s'embarque le 11 octobre sur le Southampton. À Londres, tournée de visite, rencontres, pérégrination. Bentley lui donne 200 livres pour une première édition de La Vareuse. Cette somme lui permet d'effectuer un voyage sur le continent, dont il consignera les étapes dans un journal qui commence le 11 octobre 1849 et s'achève le 30 janvier 1850. Il voit Paris, Bruxelles, Cologne, Coblentz. À la mi-décembre, il est de retour à Londres. Et le 25 décembre, il s'embarque sur l'Indépendance, qui mettra plus d'1 mois pour traverser l'Atlantique.
1850. Le 1er février, Melville est de nouveau chez lui. Il semble projeter un récit de chasse à la baleine et emprunte des livres relatifs à son sujet. Pendant les vacances d'été, Herman et Lizzie s'installent à Pittsfield, dans la ferme de l'oncle Thomas, à présent décédé, rebaptisée Broad Hall. Le 6 août, au cours d'un pique-nique dans les Berkshires, auquel ont été invités des écrivains de la région, Melville fait la connaissance de Nathaniel Hawthorne, qui se trouve résider à Lenox, à quelques kilomètres de là. Hawthorne vient de publier La lettre écarlate et travaille à un second roman, La maison aux 7 pigeons. Melville découvre avec enthousiasme l'univers de Hawthorne dans les nouvelles des Mouses d'un vieux presbytère. Et Evert Dwynkink l'encourage à écrire un essai sur les auteurs qu'il publiera très vite dans The Literary World, le 17 et le 24 août. Une amitié fraternelle lie dès lors Melville à Hawthorne. En septembre, grâce à un prêt de son beau-père, Melville achète la ferme qui jouxte Broad Hall pour $6 500 et s'y installe avec toute sa maisonnée. Il appellera la propriété Arrowhead, pointe de flèche, en souvenir des flèches indiennes qu'on trouvait encore dans la région à l'époque, et il fera effectuer d'importants travaux. 1851. Vie de gentleman farmer. Les Hawthorne et les Melville, qui sont voisins, se rendent de fréquentes visites. Les lettres à Hawthorne, souvent passionnées, exaltées, ponctuent la composition de Moby Dick, qui est achevée en juillet. Il est aujourd'hui généralement admis que Moby Dick, commencé comme un simple récit de chasse à la baleine, a été en partie réécrit à partir de novembre 1850. L'introduction de l'épopée d'Achab, dans la seconde version du texte, pourrait avoir été cristallisée par les lectures shakespeariennes de Melville et la bouleversante rencontre de Hawthorne, à qui le roman est d'ailleurs dédié. En août, un accord est signé avec Bentley. En septembre, Alan, qui est avocat, agissant en qualité d'agent littéraire de son frère, négocie un contrat avec Harper. Bentley publie les 3 volumes de La baleine, The Whale, en octobre à Londres, et Harper, Moby Dick, en novembre. L'éditeur anglais n'a pas eu le temps d'effectuer le changement de titre demandé par Melville au dernier moment. L'accueil est mitigé, la vente aussi médiocre que pour Marty. 22 octobre. Naissance du second fils des Melville, Stanwix. 1852. En janvier, Melville est déjà bien avancé dans la rédaction de son 6e livre, Pierre ou les ambiguïtés. Le roman est publié par Harper en août. Bentley, trouvant le texte difficile à lire par un large public, se récuse. Pierre sera publié à Londres en novembre par Sampson, Low & Son. La réception est désastreuse. Après 8 mois, à peine 300 exemplaires sont vendus. 1853-1855. 22 mai 1853. Naissance de la première fille des Melville, Elizabeth, Betty. Melville est épuisé par cette année d'un labeur ininterrompu et très affecté par les échecs successifs de Moby Dick et Pierre. Sa femme et son frère Alan essaient de lui faire obtenir une charge consulaire à Honolulu, à Anvers ou à Rome. Hawthorne, qui avait rédigé une biographie de Franklin Pierce pendant la campagne présidentielle de ce dernier, venait de se voir récompensé de son engagement par le consulat américain de Liverpool. Mais les démarches de ses proches restent sans effet. 10 décembre 1853. Un incendie ravage les entrepôts de Harper, l'éditeur de Melville, détruisant la totalité du stock. La demande n'étant pas suffisante, aucune réimpression des romans de Melville ne sera faite de son vivant. Il parvient à gagner un peu d'argent grâce à ses nouvelles et contes. En 2 ans, il en compose une quinzaine. Il en vend 5 à Putnam's Monthly Magazine, dont Bartleby, Benito Cereno, Les Îles Enchantées, et 7 à la revue rivale, Harper's News Monthly Magazine.
En avril 1856, l'éditeur new-yorkais Dix & Edwards fera paraître le volume des Contes de la Véranda, Piazza Tales, qui regroupe les textes publiés dans Putnam's, précédés de la Véranda, que Melville écrira pour servir de prologue au recueil. 2 mars 1855, naissance de la seconde fille des Melville, Frances. En mars, Israël Potter est publié par Putnam. L'ouvrage avait d'abord paru en revue, en 9 livraisons étalées de juillet 1854 à mars 1855. C'est le seul roman historique de Melville, qui met en scène un héros incompris de la guerre d'indépendance américaine. 1856-1857. À la fin du printemps 1856, Melville achève Le Grand Escroc, The Confidence Man, qui sera publié en avril 1857 à New York par Dix & Edwards. Le fiasco est total. En un an, il ne se vendra qu'un peu plus de 350 exemplaires du 8e roman de Melville. Laissons un instant parler les chiffres. Du vivant de Melville, Typee et Homo, toutes éditions confondues, se sont vendues respectivement à 16 000 et 13 000 exemplaires. Ni Mardi ni Moby Dick n'atteignent les 4 000 exemplaires. De Redburn, les éditeurs anglais et américains auront vendu 5 400 exemplaires. De La Vareuse Blanche, 5 900. Quant à Pierre, il ne trouvera en 40 ans que 1800 lecteurs. À l'automne 1856, le père de Lizzie, préoccupé par l'état de santé de son gendre, rhumatisme, sciatique, mais aussi ce que le juge Shaw, dans une lettre à son fils, appelle des affections nerveuses, envoie au Melville $1 500 pour permettre à Herman d'aller se reposer en Europe. À la mi-octobre, Melville s'embarque pour Glasgow. Après l'Écosse, il rend visite à Hawthorne, dans son consulat de Liverpool. Melville a tenu un journal du long périple qu'il effectue ensuite. Syrie, Palestine, Athènes, Le Caire, Naples, Rome. Tandis qu'il se trouve à Rome, son frère Alan négocie avec l'éditeur londonien Longman, Brown & Green, un contrat pour la publication du Grand Escroc. De retour en Angleterre, il visite Oxford, Warwick, repasse chez Hawthorne à Liverpool, où il récupère sa malle. Il embarque sur le City of Manchester le 5 mai 1857, arrive à New York 15 jours plus tard. 1857-1860. À son retour du Levant, Melville, à la suggestion de son entourage, tente de gagner quelque argent en faisant des tournées de conférences. Il doit tout organiser pratiquement seul. Au cours de sa première tournée, 23 novembre 1857, 23 février 1858, il sillonne le Massachusetts, l'État de New York, parle à Cleveland, à Détroit et jusque dans le Tennessee. Le thème de ces 16 causeries est « La statuaire à Rome ». Le gain est médiocre, $420, dont il faut soustraire les frais de déplacement. L'année suivante, 6 décembre 1858, 16 mars 1859, il ne donne plus que 10 conférences sur le thème « Les mers du Sud ». La troisième tournée, à l'hiver suivant, est un désastre. 3 causeries seulement sur le voyage et le profit qu'on peut en retirer. Le 30 mai 1860, il s'embarque sur le clipper de son frère Thomas, le Météore. En partance pour San Francisco, on trouvera un écho de ce décevant voyage dans le journal tenu du 30 mai au 10 août. Mais ne tirant pas de ce début de croisière les bienfaits escomptés, il rentre à l'automne en passant par l'isthme de Panama. 1861-1866. En mars 1861, Melville tente d'obtenir le consulat de Florence. Il se rend à Washington où, le 21, il est admis à une réception d'Abraham Lincoln, récemment installé à la Maison-Blanche. Mais il n'aura pas le poste convoité. Quelques jours plus tard, le 30 mars, son beau-père, le juge Shaw, meurt à Boston. Malgré un petit héritage de Lizzie, la situation matérielle des Melville devient si précaire qu'au printemps 1863, un accord financier est conclu avec Alan, le frère de Herman, au terme duquel les Melville cèdent Arrowhead à Alan,
dont ils acquièrent la maison new-yorkaise située au 104 de la 26e rue Est, qu'ils ne quitteront plus. C'est le 12 avril 1861 que les canons de la Confédération des États du Sud ouvrent le feu à Fort Sumter contre l'Union. Melville est profondément affecté par la guerre civile, mais ne s'y engage pas activement. Son inscription dans la milice de Pittsfield n'a guère de signification pratique. Au printemps 1864, il visite le front de Virginie. Son cousin Henry Gansevoort est lieutenant-colonel dans l'armée du Potomac et participe à une reconnaissance. Sa réaction à la tragédie prend en fait la forme du témoignage poétique. Ce sera tableau de bataille, Battle Piece. Car Melville, depuis le milieu de l'année 1859, selon Lizzie, s'initie à l'écriture poétique. Studieux apprentissage, semble-t-il, accompagné de la lecture assidue des poètes anglais. On peut penser qu'il a dû travailler d'arrache-pied puisque, avant même son départ pour la Californie en mai 1860, il a laissé à sa famille un recueil manuscrit qui ne pourra trouver d'éditeur. C'est seulement en août 1866 que Harper publiera un nouveau et tout autre recueil, Tableau de bataille, dont il ne sera vendu en 25 ans que 471 exemplaires sur un tirage de 1200. La plupart des poèmes de ce volume ont été composés après la chute de Richmond, le 3 avril 1865, et Melville y ajoutera au tout dernier moment un supplément en prose, dans lequel il exhorte le Nord à se montrer magnanime à l'égard du Sud vaincu. Le 5 décembre 1866, Melville est nommé inspecteur des douanes du port de New York. Ce poste, qu'il occupera pendant 19 ans, met un terme relatif aux problèmes matériels de la famille. 1867-1876. Le 11 septembre 1867, le fils aîné des Melville, Malcolm, âgé de 17 ans, est trouvé mort dans son lit, tué par une balle de revolver. Accident. L'enquête conclura au suicide. Stanwix, le cadet, mène une existence instable, errante. Il voyage, Chine, Amérique du Sud, travaille comme aide-dentiste, fait de l'élevage dans un ranch de Californie. Il mourra seul à San Francisco le 23 février 1886. En novembre 1867, Thomas, le frère de Herman, est nommé directeur d'un foyer de marins, Sailors Snug Harbor, à Staten Island. La mère de Herman, Maria et ses 2 sœurs, qui ne se sont pas mariées, vont s'installer sous le toit de Thomas. Les disparitions se multiplient autour de Melville. Après son beau-père et son fils, c'est un cousin tendrement aimé, Harry Sanford Gansevoort, qui meurt en 1871, puis sa mère, à 81 ans, et son frère Alan en 1872, à 2 mois d'intervalle, et sa sœur Augusta, le 4 avril 1876. Mais nombre d'amis sont aussi partis. George Dwight King, Sarah Morwood, George Adler et Nathaniel Hawthorne, le 18 mai 1864. En août 1875, l'oncle Peter Gassenvoort, entendant faire allusion à un ouvrage que son neveu serait en train de composer, se propose d'en payer l'impression. Il envoie à Melville un chèque de $1200. C'est avec cette somme que Melville fera paraître chez Putnam, en juin 1876, dans une édition limitée, les 2 volumes de Clarel, ce long poème narratif, pour lequel Melville a abondamment puisé dans les souvenirs de son voyage en Palestine, effectué 20 ans plus tôt, est dédié à l'oncle Peter, mort quelques mois avant la parution du livre. Probablement commencé vers 1867, il comporte 150 chants et plus de 18 000 vers. 1878. Pendant l'été, Melville reçoit la visite du fils de Nathaniel Hawthorne, Julian, qui rassemble les matériaux pour une biographie de son père. Melville lui déclare ne plus avoir les lettres de celui-ci. Le 13 août, mort d'Evert Dwight King. 1884-1888.
Le 5 mars 1884, mort du plus jeune frère de Herman, Thomas. Le 9 juillet de l'année suivante, c'est sa seconde sœur, Frances Priscilla, qui disparaît. La situation financière des Melville s'étant sensiblement améliorée depuis quelques années du fait de divers héritages de proches parents de Lizzie, le 31 décembre 1885, Melville démissionne de son poste aux douanes de New York. En février 1888, il effectue son ultime voyage en mer, qui le mène aux Bermudes. Au cours des dernières années de sa vie, Melville entretient une correspondance chaleureuse avec des admirateurs des deux côtés de l'Atlantique. En Angleterre, Henry S. Salt et James Bilson s'évertuent à entretenir la flamme de sa réputation, qui ne s'est jamais complètement éteinte. Aux États-Unis, où il est quasiment oublié, il faut citer les noms de Titus M. Cohan, Joseph E. Smith et Arthur Spedman. Tous trois journalistes, hommes de lettres assez médiocres, mais qui publieront dès 1891, grâce à une information de première main, les premiers essais biobibliographiques sur Melville. Le 7 septembre 1888 paraît dans un tirage confidentiel 25 exemplaires destinés à ses amis. Le troisième recueil de poésie de Melville, John Marr and Other Sellers. Le 14 décembre, mort de sa troisième sœur, Hélène. 1890-1891. En avril 1890, Melville est très affaibli par une attaque d'érysipèle. Le 19 avril 1891, s'il faut en croire le manuscrit, Melville achève Billy Budd, qu'il aurait commencé, toujours selon le manuscrit, le 16 mars 1888. En fait, il est presque assuré que Melville a travaillé à Billy Budd, retouchant sans cesse son texte, l'augmentant, le révisant, pendant les 5 dernières années de sa vie, et sans doute jusqu'à sa mort. C'est Raymond Weaver, le premier biographe de Melville, qui en donnera la première édition en 1924. Le 16 juin 1891 est publié dans un tirage de 25 exemplaires la dernière plaquette de poèmes, Timoléon and Other Ventures in Minor Verse. Le 28 septembre, Melville meurt à son domicile new-yorkais de la 26e rue. Le certificat de décès porte la mention « dilatation cardiaque ». Le 30 septembre, son corps est inhumé à Woodlawn Cemetery, dans le nord du Bronx. Philippe Jaworski.